C'est assez rare d'avoir des comme ça. Ah bon? Monsieur. Ah bon? Oui, oui, mais attends, je lui ai dit qu'il faut qu'il fasse le tour et qu'il vienne ici. Faites le tour. Allocution de monsieur le maire. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs les libérateurs, il y a 50 ans hier, vous étiez à Saint-Germain-le-Châtelet dans d'autres circonstances. Il ne faudrait pas croire qu'en ce 26 novembre 1994, nous allions vous laisser passer ici dans notre village sans vous arrêter. Vous arrêter en toute simplicité pour vous dire merci. Merci avec le cœur, merci avec les tripes. Merci d'avoir donné de votre jeunesse. Merci à ceux qui ont donné de leur vie, de leur corps, de leur âme, pour que ne recommence plus ce que vous avez vécu et que le temps que nous passons chacun sur cette terre soit fait de liberté et de fraternité. Nous voudrions bien que plus aucun nom ne se rajoute sur le monument aux morts. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, pour nous rappeler vos sacrifices, nous faire comprendre ainsi qu'à nos enfants qu'on a mieux à faire que s'entre-déchirer, mais qu'il faut aussi rester vigilant. Messieurs les libérateurs, de la part de tous les habitants de Saint-Germain-Châtelet, merci du fond du cœur. Je rappellerai à votre mémoire l'abbé Lucien Bailly, mort en déportation, victime de la guerre 39-45. Dépôt de gerbe, M. Barbero. Homo.
Je ne parlerai pas longtemps, étant donné que ma voix s'est perdue hier dans les grandes discussions qui ont duré tardivement. Tout à l'heure, M. Volkanovski parlera de place pour après le déjeuner, retracera un peu plus largement, n'est-ce pas, les souvenirs de cette époque. Je tiens simplement à vous lire ici la lettre qu'a envoyée à la fois M. le maire et apprécié hautement en tant que président de l'association des Français libres. L'ardeur avec laquelle, sous votre impulsion, il s'agit de Madame Plot déjà, et celle du comité dont vous assurez le secrétariat, Rougemont-le-Château s'apprête à fêter le 50e anniversaire de sa libération par les fusils marins de la première division française libre. Cette libération fut un de ces hauts faits dont est tissée l'histoire et qui mérite d'être retenu tant elle fut exemplaire dans l'exploitation de la surprise et enfin l'audace folle avec laquelle l'action fut menée. Exemplaire par le succès obtenu pratiquement sans perte. Ce sont en effet deux équipages de chars qui, sans égard à disproportion des forces, un contre 100, vont se ruer au plein cœur de Rougemont, que venait d'occuper un bataillon allemand, vont littéralement faire voler en éclats celui-ci et déclencher le processus qui va conduire inexorablement à la destruction et à la capture de son personnel. Ce blindé épargnait de surcroît Rougemont les pertes et les destructions qu'aurait inévitablement entraîné, c'est une faute de frappe, l'attaque initialement prévue de Rougemont par 2 bataillons des légions étrangères de la division. Je sais grand gré, comme vous l'avez écrit à notre compagnon Roger Barbero, à tous les habitants de Rougemont, de mettre tout en œuvre pour que cette commémoration soit une rencontre chaleureuse et pleine de souvenirs de ceux qui furent les acteurs, ou comme vous-même, il s'agit de madame, de secrétaire, des témoins de votre libération. Alors je voudrais, Monsieur le ministre, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux des 2 bourgs qui nous ont honorés hier, Saint-Germain-le-Chastel et Rougemont-le-Château, je voudrais vous dire toute la reconnaissance de mes camarades ici présents et de mes amis. Cette commémoration est également une commémoration du souvenir des 2 chefs de char, Amand Vasseur et notre ami Édouard Fredinski, qui ont été les premiers, sous mon commandement, à entamer une course folle dans les rues de Rougemont-le-Château. Mais vous connaissez l'histoire et je ne m'y attarderai pas davantage. Nous avions une mission dans le cadre du premier corps d'armée dont nous faisions partie. Nous avions une mission, c'était d'enfoncer le front ennemi des Vosges. Et notre division, sous les ordres du général Brosset, qui lui-même se trouvait sous les ordres du général Bétoir, avait comme mission de rompre le dispositif allemand au nord du Doubs, de libérer la région Montbéliard-Héricourt, de pousser vers le Doubs, entre le Doubs et la frontière suisse, vers Delle et Morvillard. L'offensive devait avoir lieu le 13 novembre, mais les anciens s'en souviennent, le temps était épouvantable et le général Bétoir avait gardé un très mauvais souvenir de la campagne de Norvège en 1940. Il avait dû se replier autant à cause des conditions météorologiques déplorables que autant du fait des Allemands. Et il voulait remettre le jour de cette attaque à plus tard. Mais le général de Latte de Tassigny, qui commandait la première armée, savait que cette division des Français libres, une division expérimentée, rompue au combat, animée d'un esprit tout à fait extraordinaire et singulier, il savait que cette division allait être retirée à la fin du mois de novembre, car nous devions aller réduire les poches de l'Atlantique.
sous le commandement du général de l'Armina. Ça s'appelait, si je m'en souviens bien, la force A. Et on devait également retirer une autre division, la 2e DB. La première DB, je m'excuse, la première DB qui combattait dans le 1er corps d'armée. Alors à ce moment-là, eh bien, il fut décidé d'attaquer. Notre division a fixé l'adversaire dans la direction de Champagné et notre division a occupé Belfort sans coup férir, sans en avoir reçu l'ordre. Le général Brosset décide d'attaquer. Alors ça se passe bien dans les vallées, un peu moins bien, mes camarades s'en souviennent, dans les bois. Et notre escadron, l'escadron Barbereau, est chargé de nettoyer ces bois. Perrières et Champagné tombent, le Magny est dépassé, et la division fait 160 prisonniers qui disent que dans les rangs de leurs camarades, les pertes en tués et blessés étaient sévères. Le 20 novembre, nous faisons partie d'un escadron, avec un escadron porté du 11e cuirassé et une brigade de fantassins. Nous faisons partie d'un groupement tactique. C'est ce jour-là que nous apprenons la mort du général Brosset. Eh bien, nous n'avons pas été abattus. Cette disparition, au contraire, nous a galvanisés et nous étions décidés à suivre l'impulsion de ce chef remarquable disparu ce jour-là. Et le 22 novembre, nous nous trouvons aux lisières sud de Giromagny, de Belmont et de Miella qui sont enlevés. Giromagny, que l'ennemi a évacué, nous sert de base pour opérer dans votre région avec les commandos du colonel Gambier. C'était pour eux le baptême du feu. Et sont libérés successivement Petit Magny, Gros Magny, Étueffont, Saint-Germain-des-Châtelets, Rougemont-le-Château, dans des conditions souvent dangereuses, mais quelquefois pittoresques, comme vous l'avez appris grâce au talent d'écrivain de Roger Barbereau, à qui une fois de plus je tiens à rendre hommage. Il a servi magnifiquement pendant la guerre. Après, il a servi la France comme ambassadeur au Paraguay, comme chef des régions antarctiques, où il a fait une ample connaissance des mœurs des pingouins. Et nous le connaissions comme baroudeur intrépide, et il est toujours très aimé de ceux qui ont survécu à cette épopée. Dans cette offensive, ce n'est pas une guerre en dentelle, car dans cette offensive, seule la première DFL a perdu 300 soldats tués et a eu 1500 blessés. La deuxième brigade de la Légion étrangère qui opérait vers le Vallon d'Alsace a eu, à part très peu d'exceptions, tous ses officiers blessés. Le lendemain, ou peut-être le surlendemain, je ne m'en souviens pas, à Masevaux, mon peloton perdait 4 chars sur 5, et j'ai comme témoin le second maître Poubrasso, Étienne Poubrasso, qui a vu son char disparaître dans une frappe. C'était à la sortie de Masevaux, la maison André, j'en ai gardé un très mauvais souvenir, car certains de mes hommes y furent blessés. Par contre, tragique fut le sort du bataillon de choc Gambiez, qui était inexpérimenté, mais la quasi-totalité des jeunes candidats à Saint-Cyr-la-Cornice de Janson de Sailly, ils laissèrent leur vie en partant à découvert à l'assaut des fortins ennemis. Ils ont rejoint dans l'éternité tous ceux et toutes celles, n'oublions pas Jeanne d'Arc, qui depuis des siècles ont eu à se battre pour l'honneur et pour la liberté de notre pays.
Oui, la défense nationale, défendre notre terre, est un sentiment viscéral et une exigence naturelle. Et je voudrais terminer en disant que dans ma jeunesse, je lisais pour m'instruire les feuilles roses du Petit Larousse qui citait les philosophes et hommes politiques latins. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, eh bien prépare la guerre. C'est en fait la quintessence de la doctrine du général de Gaulle. La dissuasion nucléaire nous protège. Et la France connaît une ère de paix durable et j'espère qu'elle la connaîtra encore longtemps. La deuxième citation dont je me suis souvenu, c'est Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Eh bien, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, en regardant votre télévision, en lisant vos journaux, que depuis Abel et Caïn, que depuis l'homme de Cro-Magnon, rien n'a changé. Le comportement humain est ce qu'il est, mais il est pas beau. Je ne voudrais pas terminer sur une note aussi pessimiste. Des cérémonies comme celle d'aujourd'hui, basées sur l'amitié, la reconnaissance, et pour mes camarades et moi, la joie de nous retrouver tout en célébrant nos disparus. Et nous y avons pensé très fort ces jours-ci à ces disparus. Me permettent de dire tout haut que grâce à cette magnifique journée à laquelle s'est associée une grande partie de la population de Rougemont-le-Château, nous vous quitterons le soleil dans le cœur.